Dernière vidéo de la série que je voulais réaliser sur la santé mentale dans le massage bien-être. Donc, après avoir vu la santé mentale du côté des praticiens, avec un focus un peu plus précis sur les neuroatypies dans la santé mentale et comment ça peut affecter les praticiens dans leur reconversion ou dans l'exercice de leur activité, mais aussi dans leur vie personnelle, on va aborder le troisième pan de ce volet sur la santé mentale. Et là, on va parler de la clientèle. Alors, je sais que le terme de praticien bien-être est un terme maintenant qui est devenu générique pour qualifier les masseurs et les masseuses professionnelles. Mais la raison pour laquelle ce terme de praticien bien-être est venu sur le devant de la scène a été plus pour des raisons juridiques que pour des raisons on va dire de sémantique pour vraiment expliquer le rôle des masseurs et des masseuses bien-être. En effet, le terme massage était avant exclusivement réservé à la pratique de la kinésithérapie, donc pour les professions médicales. Or, depuis 2016 et après de nombreuses polémiques et de nombreux procès, il y a eu une jurisprudence qui a fait donc retourner le mot massage euh, dans le domaine public, donc c'est-à-dire qu'il pouvait très bien être utilisé par les masseuses bien-être, autant pour se qualifier en tant que masseur, mais aussi pour la pratique du massage, qui à un moment donné, on devait appeler les massages modelage. Donc maintenant, tout ceci, le massage est tombé dans le domaine public. Ce mot, ce terme de massage et donc de masseur, masseuse bien-être étant redevenu légal et qu'on peut l'utiliser librement en toutes circonstances, le terme de praticien bien-être, quelque part, est un peu devenu obsolète. Et il est généralement maintenant attribué pour regrouper toutes les professions du bien-être. Donc ça peut être les sophrologues, les hypnothérapeutes, tout ça, on est tous des praticiens bien-être. Pour autant, en tout cas c'est la vision que j'en ai, praticien bien-être, pour moi, résonne d'une manière particulière à mes oreilles. Un praticien bien-être, c'est quelqu'un qui, par des techniques diverses et variées, travaille avec pour objectif d'apporter du bien-être à ses clients. Dans le bien-être, il peut avoir un volet psychologique et un volet physique. Donc le volet physique est évidemment très important et relatif au massage. Et même si comment dire, l'effet du massage sur les muscles entraîne aussi une certaine forme de détente psychologique, c'est rarement le but initial pour lequel on va se faire masser. Pour autant, ce terme de praticien bien-être, pour moi, est une sorte de porte ouverte sur l'élargissement des compétences et du champ d'action que pourrait avoir toute la profession dans le massage professionnel. Et également dans le rôle qu'ils pourraient jouer dans le bien-être psychologique de leur clientèle. Il faut savoir que la santé mentale est un des enjeux majeurs de notre époque et des années à venir. Car il ne nous a pas échappé que nous vivons dans une société, une époque assez anxiogène. Entre les conflits armés, euh, les, euh, les problèmes sociaux, le dérèglement climatique, tout ceci renforcé par la course au buzz d'une grande partie, pour ne pas faire de généralité, des leaders d'opinion qui s'emparent de chaque événement pour tirer un peu de couverture à lui et pour pouvoir un peu choquer les gens, pour créer un peu une certaine émulation autour de leur personne et qui finalement ne font que rajouter de l'huile sur le feu. Sans parler aussi de certains organes de presse qui s'en font bien volontiers leur porte-voix afin de contenter leur divinité, audimat et part de marché. Et quand on voit tout ceci, on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans une trajectoire destinée à nous sortir le cul des ronces. Chaque année, le nombre de personnes dans la population touchées par les troubles psychologiques augmente de manière conséquente et régulière. D'ailleurs, la France est réputée sur toute la planète pour être l'un des pays les plus consommateurs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs par habitant au monde. Et cette explosion des troubles psy touche l'intégralité de la population. Aucune personne, aucune classe sociale, aucun métier n'est épargné par le phénomène. Des agriculteurs aux forces de l'ordre, du secteur médical à la restauration et à l'hôtellerie, des classes populaires aux classes les plus aisées et fortunées, tout le monde sans exception est concerné par ce phénomène. Et pour ne pas arranger la situation, l'héritage de la conception archaïque de la société
des générations passées, a créé également un terreau favorable à l'aggravation de cette situation. Pour exemple, je peux juste prendre cette vision un peu patriarcale de la société qui commence un peu à changer, un peu à se fissurer, mais malgré tout, la transmission générationnelle, même si elle est involontaire, continue à faire son œuvre et les conséquences sont plus sournoises que l'on ne peut penser. La vision de l'homme fort, viril, qui marche fort sous la tempête, tandis que la femme au foyer doit maintenir à bout de bras l'ensemble de l'écosystème familial et tout ça sans broncher, sans se plaindre et avec le sourire. Tout ceci n'est pas propice à l'expression de sa souffrance ou des difficultés que l'on peut rencontrer. Et même ces femmes courageuses qui se battent bec et ongles pour vivre la vie qu'elles souhaitent en toute liberté et sans avoir à subir le jugement des autres. Elles doivent souvent faire preuve de 2 fois plus de volonté, de 2 fois plus d'efforts et d'abnégation que la plupart des hommes pour prouver leur valeur et se faire une place qu'elles méritent au moins tout autant, sinon plus parfois, que certains hommes. Dans ce cas-là, non plus, rien n'encourage le fait d'exprimer son mal-être ou ses difficultés, ses douleurs ou ses passages à vide et qui seraient immédiatement considérés comme des signes ostentatoires de faiblesse. Et même les hommes, dits déconstruits, parce que c'est un peu le mot à la mode en ce moment, qui sont pris en tenaille entre l'éducation qu'ils ont pu recevoir, leur environnement amical, familial, tiraillés entre leur propre affirmation personnelle et la personne qu'ils tendent à essayer de devenir. Ici aussi, c'est un numéro de funambule qui peut aussi laisser parfois peu de place à l'expression de sa souffrance et de sa douleur psychologique. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la sensibilisation à la santé mentale est quasi inexistante dans le pays. Pour beaucoup de personnes, aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel de santé mentale, que ce soit un psychologue ou un psychiatre, c'est soit un aveu de faiblesse, soit alors c'est de se dire, bah, ça y est, je rentre dans la case des malades mentaux, des fous. Donc, la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est que ben, tant qu'ils peuvent tenir, ils prennent sur eux, jusqu'au jour où les digues cèdent. Et même si quelques initiatives commencent un peu à émerger ici et là, des petites journées bien-être, là, il y a le gouvernement qui a dit que soi-disant cette année, la priorité, c'était l'année de la santé mentale. Donc peut-être, je ne vais pas juger, être, on va dire, médisant avant même d'avoir jugé sur pièce. Donc je vais aussi leur laisser leur chance. Mais de tout ce que j'ai pu observer, généralement, toutes ces pseudo-prises en compte sont plus du, on va dire, du psy-washing en disant: «Regardez, on fait attention, c'est un élément important», mais généralement, les objectifs derrière sont plus de redorer une image on va dire, voilà, c'est plus pour servir leur propre cause que pour vraiment l'intérêt de répandre justement d'informer les gens sur la santé mentale, enfin bref, c'est jamais fait de manière totalement altruiste et dans un but vraiment d'aider la population. Et les conséquences sont mesurables. Là, très facilement, je peux vous donner plusieurs faits qui sont plus ou moins liés à l'évolution négative de la santé mentale de la population. Je peux vous dire le nombre de burn-out qui monte en flèche et dans tous les secteurs. Et moi, j'en ai fait aussi partie. Des secteurs d'activité tellement oppressants psychologiquement qui sont totalement désertés. Il y a certaines activités comme beaucoup des métiers de service à restauration, même les infirmiers. Je sais que beaucoup d'infirmiers et infirmières et aides-soignants sont venus chez moi se former pour se lancer à leur compte en tant que masseur, tellement le métier est oppressant. Pourtant, c'est un métier passion qu'ils avaient choisi, mais à cause de la pression psychologique et le peu de considération qui leur est donné, et surtout le peu de considération que les gens qui gèrent ces services-là donnent à l'état psychologique de leurs salariés, ben finalement, les gens quittent le navire. Et je les comprends parfaitement. On peut montrer aussi une sorte de rejet total envers les institutions. Alors, je sais que maintenant qu'il est bon temps de critiquer tout et n'importe quoi. Moi, je suis complètement apolitique et je me reconnais dans aucun parti, quel qu'il soit. Mais quoi qu'il en soit, cette montée de la violence, de la contestation est un signe assez éloquent que
la nervosité et que les limites de la crise de nerfs générale est en train d'être atteinte. Et si les gens ont de plus en plus de mal à garder leur sang-froid, c'est que ce qu'ils vivent est de plus en plus compliqué et que psychologiquement, ils sont de plus en plus à bout. Donc ça aussi, c'est un signe fort comme quoi la santé mentale est quelque chose, est un des phénomènes clés de tout ce qui est en train de se jouer en ce moment. On pourrait aussi parler des violences accrues des interactions sociales, notamment sur les réseaux sociaux. Aucun n'est épargné par les gens qui viennent déverser leur haine et leur agressivité sur des gens qui n'ont absolument rien fait. On peut parler aussi des profs qui baissent complètement les bras parce qu'ils sont submergés de travail et que psychologiquement, ils n'arrivent plus à suivre. On peut parler aussi des parents qui sont en totale démission face à leurs enfants. Et moi, je ne juge pas, je n'ai pas d'enfants, donc je ne me permettrai certainement pas de mettre un jugement de valeur. Moi, je pense que très admiratif des gens qui élèvent des enfants, moi j'en serais bien incapable, mais en tout cas, clairement, eux non plus n'ont pas le soutien et la connaissance de ce qu'ils traversent et de comment ils pourraient peut-être avoir des solutions pour pouvoir améliorer leur santé psychologique, et donc du coup leur résistance et aussi bah, du coup l'impact qu'ils pourraient avoir sur leurs enfants peut-être. Tout ceci, c'est des choses qui découlent, mais aussi le fait que les enfants décrochent complètement scolairement et tombent de plus en plus jeunes dans certaines addictions ou dans certaines formes d'apathie. Et moi, j'en ai fait partie, donc c'est vraiment quelque chose dont je peux parler assez librement. L'augmentation générale de la consommation d'alcool et de toxiques. Et évidemment, des personnes aussi qui se tournent, à défaut de vouloir franchir le cap, d'aller se faire aider psychologiquement, vers des solutions plus ou moins naturelles, plus ou moins douteuses qui peuvent se révéler être vraiment, des pièges mortels, dont il est très, très, très dur de se sortir. Et tout cet environnement, tous ces éléments que je vous dis ne font que rajouter, du poids, sur la psyché, générale et tout ceci est, l'engrais, magnifique, l'engrais magique, j'ai envie de dire, pour le développement en masse de troubles psychologiques, de phobies et de plein d'autres choses absolument terribles pour le bien-être des gens. Et la conséquence du fait que peu de gens soient vraiment sensibilisés aux diverses facettes de la santé mentale, c'est que énormément de gens sont sujets à des troubles ou à des phobies ou à des particularités neuropsychologiques, comme moi je vous les ai présentées dans la dernière vidéo, sans, sans en être conscient. Et peut-être même vous qui êtes en train de m'écouter. Et le problème dans tout ça, c'est que le niveau de souffrance entre je suis en souffrance, je me sens pas très bien et j'ai besoin d'aide, je suis au fond du gouffre, parfois la frontière est très, très, très floue. Et que déjà, lorsqu'on arrive au moment où on se dit, bon là maintenant, il faut vraiment que j'aille voir quelqu'un, c'est que on est déjà allé très, 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 très loin dans le mal-être. Et l'effort et le travail qu'il va falloir faire pour pouvoir sortir de cet état-là, c'est évidemment pas impossible, mais il va être conséquent et il va prendre du temps. Et dans la vision que j'ai des praticiens bien-être, pour moi, c'est ici, c'est à ce moment-là que les masseurs ou même les praticiens bien-être, tels que moi je les envisage, ont toute leur place à prendre dans ce système constitutif qui est la santé mentale. Petit disclaimer avant, qui est évidemment primordial, les masseurs et les masseuses bien-être, mais comme les sophrologues, nous ne sommes pas des thérapeutes. Même si, hein, je sais que peut-être vous allez bondir, dire: «Ah mais si, mais non, on n'est pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous sommes des praticiens bien-être, on est techniciens du bien-être si vous préférez, mais on n'est pas des thérapeutes. On ne fait pas partie du corps médical et se revendiquer être, un soignant, alors qu'on ne fait pas partie du corps soignant, c'est soit pratique de, la médecine illégale, soit c'est du charlatanisme et tout ce que l'on risque en ayant cette posture face à votre clientèle, c'est de tomber sur le coup de la mise en danger de la vie d'autrui. Et énormément de créateurs de contenu dans le secteur du bien-être sont déjà tombés à cause de ça, parce que les trois faits dont je vous ai parlé, pratique illégale de la médecine, charlatanisme et mise en danger de la vie d'autrui, sont trois faits, trois délits sévèrement punis par la loi. Il est très important
de savoir quel est le cadre de son activité, où sont ses limites, que ce soit en termes de compétences et de connaissances aussi, et afin de pouvoir être le professionnel le plus crédible, de confiance, et être aussi respecté par toute la chaîne que vous allez intégrer en participant à l'effort général. Et un petit rappel, il y a 3 choses à se rappeler pour être sûr de toujours rester dans les clous en tant que masseur bien-être, ou même en tant que praticien bien-être aussi. C'est on ne peut pas poser de diagnostic, on ne peut pas émettre un jugement sur un traitement en cours et on ne peut pas conseiller de traitement. Et ce, quelle que soit la connaissance que vous pensez avoir sur le sujet, quelle que soit l'affection, quoi que vous pensiez savoir sur la chose, même si vous-même, vous avez été concerné par l'affection, le problème que votre client a pu avoir. Il en va de la sécurité de votre client et évidemment de la vôtre. Pour autant, comme je vous le disais, le praticien bien-être, et donc en ce qui nous concerne, le masseur et la masseuse bien-être, peuvent vraiment être le chaînon manquant, la passerelle, la facilitatrice du passage entre le grand public et les professionnels de la santé mentale. Et pour cela, il me semble qu'il faut avoir euh, une approche holistique du bien-être de son client. Parce que ce n'est pas parce que les masseurs et les masseuses bien-être ne sont ni des thérapeutes ni des soignants qu'ils n'ont aucun impact sur le bien-être général de leurs clients. Les bénéfices du massage sur la santé, qu'elle soit psychologique ou physique, ne sont plus à démontrer. Elles sont prouvées de maintes et maintes fois. Mais de la même manière que nous ne proposerions pas le même massage et le même type de séance à un sportif ultra musclé et à une petite mamie ou un petit grand-père qui est toute fragile, pourquoi ne pas apporter le même regard et la même précaution aux différences de profil psychologique des personnes qui franchissent les portes de notre salle de massage? Parfois, certaines tensions physiques ou psychologiques que les clients viennent chercher un peu à soulager en venant sur nos tables de massage peuvent parfois être des causes légères, ça peut être un peu du surmenage, ça peut être un peu une période un peu compliquée, mais ça peut aussi venir de choses plus profondes, plus lourdes. Et le lien intime qui se crée quasiment tout le temps entre le masseur et son client peut être aussi une sorte de porte d'entrée, une porte ouverte vers un échange constructif et informatif. Ainsi, à la lumière des informations que vous aurez recueillies, que ce que la personne aura bien voulu vous livrer, vous pourrez aussi adapter la séance à son état du moment, à sa problématique peut-être, afin d'être encore plus efficace. Et aussi, de cette manière, le client va se sentir encore plus considéré et écouté. Et il vous sera aussi possible de, si de votre analyse personnelle, vous jugez que cela pourrait nécessiter d'en parler à quelqu'un dont c'est le réel métier, comme un psychologue ou une psychiatre, vous pourriez, sous couvert de la confidence et de l'échange amical et de confiance que vous avez, lui conseiller, l'orienter vers un professionnel qui pourrait vraiment l'aider à faire une réelle différence sur son mieux-être et là sur le long terme. Aussi bien, elle n'y aura même pas pensé. Aussi bien, elle n'aura peut-être même pas jugé son état assez important pour se dire, tiens, il faut peut-être que j'aille voir quelqu'un. On est rarement objectif face à soi-même. Et surtout, cela peut énormément varier selon l'endroit, l'éducation et les personnes qui sont dans notre entourage. Et là, d'avoir ce petit moment où il peut se livrer à une personne qui ne le juge pas, en dehors de son cercle de vie habituel, et avec lequel il peut parler à cœur ouvert, et peut-être même entendre aussi des choses qu'il ne serait pas en mesure d'entendre dans son cercle de vie normal, ce genre de choses peut faire toute la différence. Et il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la santé mentale pour parler de santé mentale avec quelqu'un, surtout de sa santé mentale. Aborder un sujet avec quelqu'un, notamment sur son état, peut être complètement un élément déclencheur. Moi, ça l'a été à de très nombreuses reprises, comme cela a été aussi pour ma compagne quand on discutait énormément ensemble. Mais pour jouer ce rôle de la meilleure des façons, encore faut-il avoir un minimum de base sur le sujet pour être sûr de bien comprendre ce que la personne vous confie et de pouvoir la conseiller de manière efficace et judicieuse.
comme les principaux troubles et leur implication, pour éviter les fausses croyances ou les stigmatisations quand quelqu'un vous annonce qu'elle est sujette à une neuroatypie ou à un trouble psy. Car cela vous aidera à adapter vos séances en conséquence et aussi à leur apporter euh, et aussi à améliorer la qualité de l'échange et de la confiance que vous pourrez créer ensemble. Les principaux traitements et éventuellement les effets secondaires possibles, parce que certaines tensions musculaires psychologiques peuvent aussi être des effets secondaires de certains médicaments, parfois pas du tout. Et au moins, quand elle vous parle, si jamais elle vous dit qu'elle prend tel ou tel médicament ou quelle famille de médicaments, l'idée c'est pas de connaître tout le Vidal évidemment, mais si elle vous dit je prends des antidépresseurs, des anxiolytiques, des thymorégulateurs, voilà, ce genre de grande famille, de savoir à quoi ça fait rapport et à quel trouble ça peut être raccordé, histoire d'avoir déjà une petite idée du profil psy de la personne qui est en face de vous, pour encore une fois mieux la prendre en charge, mieux l'écouter, mieux l'aiguiller. Vous pouvez voir aussi un peu quels sont les divers spécialistes qui existent, les diverses techniques, psychothérapie ou types de suivi qui existent. Pour, si encore une fois la personne vous parle, elle ait l'impression que vous sachiez de quoi elle est en train de vous parler, parce que plus elle va être en face d'une personne qui la comprend, en tout cas qui lui donne l'impression qu'elle la comprend et qu'elle l'a entendu et pris en compte, plus elle sera en mesure de vous faire confiance et aussi à la fois pour ce que vous dites, pour les conseils, mais aussi même pour le massage. Et plus on a confiance en son masseur ou sa masseuse, plus on lâche rapidement prise, plus on se détend rapidement, et donc plus les effets du massage sont rapides, importants et durs sur la longueur. Selon moi, ce positionnement pour les praticiens bien-être est bénéfique à tous les niveaux. Et le rôle de praticien bien-être prend une place toute nouvelle et beaucoup plus importante et saine dans sa clientèle. En plus du rôle de simple masseur ou masseuse qu'on vient pour se faire un peu palper et pétrir les muscles, c'est aussi une relation de confiance et plus intime qui se crée. C'est l'occasion aussi de pouvoir permettre à de faire de la psychoéducation, c'est-à-dire de parler de la santé mentale, de renseigner les gens sur la santé mentale à une grande partie de la population qui sont complètement coupées de ces informations parce qu'elles sont juste pas accessibles facilement si on ne fait pas soi-même les recherches pour trouver les informations importantes. Ça permet aussi de faire une sorte de veille un peu dans votre entourage au niveau de la santé mentale et ainsi, que ce soit en clientèle ou même dans votre cercle de proches, vous pouvez leur permettre ainsi d'évacuer leur trop-plein d'émotions, peut-être aussi de les soulager d'une partie de leur poids, et le cas échéant, de les orienter vers les bonnes personnes qui pourront réellement les aider à dépasser le mal-être ou le trouble auquel ils sont sujets. Ainsi, ces moments de souffrance n'atteindront pas les dernières limites avant qu'elles ne se retrouvent au bord du drame. Personnellement, j'ai pu expérimenter les deux positions dont je vous parle dans cette vidéo. J'ai pu mesurer intimement l'impact énorme que peut avoir une personne tierce, soutenante et informante, extérieure au parcours de soins, sur la vie de l'autre. Et lorsque l'on choisit le massage professionnel comme vocation, c'est généralement pas motivé par l'envie d'apporter du bien-être à son prochain. Donc pourquoi se limiter stricto sensu à la pratique technique du massage quand il suffit parfois de si peu pour changer littéralement la vie de quelqu'un?